La révolution ne profite pas toujours à ceux qui l'ont faite, mais peut-être effectivement à ceux qui la vivent. Parlant effectivement de cette révolution, amis lecteurs, bien le bonsoir. Bienvenue une fois de plus à ce premier numéro donc de 7 jours en kiosque, et qui est donc cette espèce de vitrine ouverte et donnée effectivement aux différents directeurs de publication à travers le monde entier. Pour être plus précis, c'est donc définitivement le forum de ces directeurs de publication-là qui viendront donc, on va dire, défendre bec et ongles les différentes titrailles telles que vécues donc par la presse, sinon l'ensemble de la presse africaine, la semaine écoulée. Eh bien, on vous l'a dit, l'actualité est donc différente selon que nous nous sommes. Eh bien, nous trouvons du côté de l'Afrique centrale australe, de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique de l'Ouest en passant par l'Afrique du Nord. Tenez, par exemple, en Afrique centrale cette semaine, du côté donc du Gabon, visiblement, le torchon brûle désormais entre le gouvernement et la Société des eaux et de l'électricité SEEG, filiale donc de Veolia, société française installée dans ce pays-là. Le journal en ligne Gabon Echo en a fait son cheval de bataille cette semaine en tout cas. Dans sa livraison du 12 mars, le journal parle de rupture de contrat avec donc Veolia et nous renseigne que l'affaire est désormais portée à la Banque mondiale. Déterminé donc à se faire entendre, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements exige donc désormais la publication du contrat de concession qui lie le Gabon à la dite structure. C'est ce que nous renseigne, c'est ce que nous apprenons à la une cette fois-ci du même journal dans sa livraison du 15 mars en cours qui nous fait donc savoir rupture de contrat avec Veolia. L'IDCRI exige donc désormais la publication du contrat de concession. Eh bien, en Afrique australe également, il y a eu des patates chaudes autour cette fois-ci de la déclaration de l'ancien président du Zimbabwe. C'est donc M. Robert Mugabe qui s'est donc exprimé et a choisi la SABC Télévision pour s'exprimer. Eh bien, l'un des pères fondateurs de la ZANU-PF a donc affirmé qu'il a été victime d'un coup d'État Zambia Eye. Le journal zambien nous disait donc à propos que Mugabe brise donc désormais son silence et confirme qu'il a été renversé dans un coup d'État militaire. Dans cette édition, eh bien, nous dirons la valeur d'une telle déclaration à quelques mois effectivement de la tenue des élections présidentielles, surtout avec la naissance d'un nouveau parti politique appelé le Nouveau Front Patriotique NPF, dont le fondateur s'appelle justement Ambroise Moutiniri. Confirmation donc avec Jeune Africain justement à l'écran qui titre donc à sa une, Robert Mugabe qualifie son départ de coup d'État. Cette sortie jettera désormais le probe qui pourra peut-être amener la ZANU-PF de perdre désormais les élections en perspective. Et bien des Zimbabwéens en pensent déjà et titre d'ailleurs à sa une. 2018 est la meilleure occasion de tourner désormais la page ZANU-PF créée donc le 22 décembre 1987. Eh bien, les Zimbabwéens seraient-ils désormais prêts à pouvoir tourner la page ZANU-PF? Ça sera donc dans le cadre de cette édition. Nous sortirons avec l'Afrique de l'Ouest qui est tout aussi chamboulée que bouleversée avec notamment cette crise socio-politique qui s'enlise désormais du côté donc du Togo. Eh bien, parlant justement de cette crise politique, la coalition des 14, C14 à Accra donc est désormais en embargo entre dialogue, piège et à la limite même un crash. L'indépendant qui était disponible cette semaine revient sur cette visite d'Accra et nous rapporte d'ailleurs les faits à sa une. Donc C14, Accra, tel que nous l'avons vu, eh bien nous sortirons de cette première de cette édition avec justement la Côte d'Ivoire où la bataille autour d'un parti unifié fait désormais débat. RHDP donc avec le quotidien L'Inter, PDCI, RDR, la guerre. Eh bien ça sera tout pour cette première livraison donc de 7 jours en kiosque tel que vécu par l'ensemble de l'actualité africaine. Eh bien, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue donc à ce premier numéro de 7 jours en kiosque. Vous êtes bel et bien sur Afrique Média Télévision. Vous l'aurez compris, ce sera donc avec les directeurs de publication. Je rappelle, ils sont quasiment au nombre de 5, 2 sur ce plateau central. On sera avec nos confrères du côté de Douala, notamment Yaoundé, et Douala, notamment du côté de la Côte d'Ivoire avec Yacoubé Niavé qui nous attend justement, directeur de publication pour le journal LG Info. Mais avant d'y arriver, nous sommes sur ce plateau en compagnie, on va dire désormais, de deux éminents journalistes, directeurs de publication pour des éditions de l'information qui paraissent sur le continent africain, notamment depuis le Cameroun, de la droite donc vers ma gauche, Pierre Clavin, directeur de publication pour le magazine Horizon Nouveau. Bien le bonsoir, bienvenue mon cher ami. Bonsoir à mon copanéliste et bonsoir surtout aux milliers de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média dans le monde et au-delà. Très bien compris, monsieur, pour ce premier jet, pour compléter donc ce panel avec vous. Donc, Albert Anatole, on a l'habitude de vous appeler sur ce plateau l'homme au 3A. En tout cas, votre père avait vu clair. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Fabrice, bonsoir mon aîné co-panéliste Clavin Kodo, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision panafricaine, plus particulièrement à ceux des téléspectateurs qui continuent de recevoir à chaque fin du mois des factures d'eau ou d'électricité, mais qui curieusement dorment dans le noir ou alors qui voient leur robinet cracher de l'air. Tout simplement, du sang même à la limite. En tout cas, mon cher Albert Anatole, vous nous permettez donc de découvrir cette première une donc depuis la Côte d'Ivoire. C'est donc Gabon Économie qui est désormais qui est en ligne tout au long de cette semaine. Le journal, je vous l'ai dit, a d'ailleurs fait de ce combat SEEG Gabon son véritable cheval de bataille. Rupture dans le contrat avec Veolia. L'affaire est désormais portée à la Banque mondiale. Avant d'aller au téléphone pour prendre justement François Bocquet qui s'impatiente depuis quelques temps, on va permettre d'abord à vous, Albert Anatole, de pouvoir désormais s'exprimer autour de cette question-là. Désormais, Veolia qui veut se faire entendre et qui traîne dans désormais le gouvernement gabonais devant la juridiction, sinon la haute juridiction en charge d'ailleurs de la gestion des conflits du genre. C'est donc notamment Sirdi qui va se pencher sur ce dossier. On a encore la presse gabonaise. Réaction. Ma réaction est simple, c'est que l'État gabonais, le gouvernement gabonais a eu le courage, n'est-ce pas, de dénoncer un contrat de dupe. Un contrat de dupe, vous savez, l'eau et l'énergie, il s'agit des secteurs de souveraineté qui sont des secteurs sensibles. Et cette rupture du contrat de concession de la société d'eau et d'énergie et d'électricité, autant pour moi, de Gabon, intervient le 16 février dernier, c'est-à-dire au lendemain des manifestations sur tout le territoire gabonais qui était la conséquence de l'exaspération exprimée par les populations qui ne bénéficiaient pas d'un service de qualité qui était légitime, qui sont en droit d'attendre par rapport aux engagements que la société EEG, qui est la filiale de Veolia, a pris vis-à-vis des populations. C'est vrai que dans sa sortie à Gabon Review, Gabon Review, il s'agit d'un site internet, il s'agit d'un journal en ligne, autant pour moi. Le secrétaire général de Veolia, c'est un Elman Lopa de Chizaval, je crois, Chizaval, il estime que le gouvernement gabonais n'est pas sérieux parce qu'il y a eu cette rupture de la concession avec bien sûr la réquisition de la société EEG intervient quelques mois après justement la reconduction du contrat de concession qui devait logiquement prendre fin en 2022, je crois. 2022, tout simplement. Donc, pendant qu'ils étaient en train d'attendre, ils étaient en négociation pour un contrat d'affermage. Ils sont surpris donc que le gouvernement gabonais puisse sortir autre chose sous le chapeau, c'est-à-dire la rupture unilatérale avec tous les effets que cela peut induire de ce contrat de concession. L'affaire, justement, comme vous l'avez indiqué, a été portée pas au niveau de la Banque mondiale, mais beaucoup plus au niveau du Centre international des règlements des différents relatifs investissements. Aux investissements dans ce pays. Tout simplement parce qu'il faut quand même noter, Fabrice, pour le souligner, qu'il s'agit d'un contrat de concession qui existe depuis 1997. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Et je pense, de mon point de vue, que l'État gabonais puisse prendre non seulement changer de paradigme, mais surtout réviser ce contrat. Ce contrat-là, naturellement. Il s'impatiente au bout du film. Fait-on signe. François Bocquet, bonsoir. Bonsoir sur Afrique Média. D'accord, vous êtes en direct sur Afrique Média, François Bocquet. Alors, nous sommes en train de nous étendre justement sur cette grande question qui concerne le Gabon, qui a donc rompu son contrat avec Veolia. Et bien depuis lors, depuis quasiment plus d'un mois, c'est la vive tension qui sévit de ce côté-là. Alors vous, à votre niveau, on a donc désormais la structure Veolia qui décide de traîner le gouvernement gabonais devant la haute juridiction, notamment la CIRDI. Question de se faire entendre parce que, dit-on de ce côté-là, ce contrat a été rompu mano militari et qu'il faut effectivement qu'il y ait, pourquoi pas, une espèce de règlement de compte et même d'arrangement de la part de Veolia. Quelle analyse faites-vous à l'égard de cette information, mon cher François Bocquet? Non, il ne faut pas penser à un règlement de compte. Je pense qu'un État, surtout un chef de l'État, est fondé sur le programme de changement et sur son programme politique. Donc, lorsque Ali Bongo a été monté, c'était pour accorder le mieux-être aux citoyens gabonais et à tous ceux qui vivent.
On ne peut donc pas laisser que des gens qui viennent traiter, des gens qui viennent prendre des contrats, pour soi-disant aider l'État à se développer, à accomplir certaines missions régaliennes, parce que nous en fait partie, ne puissent pas le faire. Alors, je pense que l'État du Gabon est dans son bon droit de refuser tout contrat qui ne permet pas d'avoir de l'eau. La moindre chose, c'est la base. Alors, si la société veut lui apprendre que, parce qu'elle est française, elle veut imposer des choses au niveau du Gabon, je pense que c'est trompé. Et on ne peut pas reprocher enfin au Gabonais Ali Bongo de ne pas s'occuper des Gabonais et qu'une société française vienne donc dans ce sol-là, sur le sol gabonais, et ne remplisse pas sa mission. Là, il y a deux sons de gauche qui ne peuvent pas être compatibles. Donc, si la société Biolay veut sérieusement rendre sa mission, accomplir cette mission dignement telle que le cahier de charge le dit, il n'a qu'à le faire. Parce que vous ne pouvez pas aller en France, vous, aujourd'hui, Afrique Média, vous imposez votre rythme et qu'on vous laisse. Déjà, vous savez qu'Afrique Média a été enlevé du bouquet Canal à cause de l'insistance de quelques Français. Donc, nous sommes aussi en droit de penser qu'un président africain a tous les droits qui lui sont conférés par la législation, par les citoyens et par les traités internationaux de remplir sa mission ou alors ses missions régaliennes face à sa population, face à ses citoyens qui ne demandent pas mieux que d'avoir au moins de l'eau à boire. Une société fut-elle française qui ne peut pas le faire, ne doit pas résister, ne doit même pas continuer de travailler dans un pays comme le Gabon. Très bien compris, François Mbouki. On va momentanément vous permettre de souffler avant de vous reprendre tout à l'heure pour le cadre Votre Une. Mais avant de tourner définitivement la page de cette grande actualité qui concerne la SEG, est-ce qu'on peut avoir la seconde une de Gabon Économie qui était donc naturellement en ligne cette semaine, l'occasion pour mon cher Pierre Clavin Kodo de pouvoir désormais réagir. C'est donc le secrétaire général de l'ONG IDRC qui a donc réagi également à propos de cette grande actualité. Pour lui, donc, nous exigeons la publication officielle du contrat et des différents avenants liant l'État gabonais à la SEG Viola, a-t-il tempêté. C'est donc M. Hervé Omva Ovono, responsable justement de cette ONG-là. Alors, lorsque quelqu'un vient à demander que le contrat de concession de deux entités soit mis à nu, c'est quoi le plan désormais? Oui, Fabrice, je crois que cette ONG pose un problème de fond dans le processus de concession des contrats d'affermage et d'autres concessions dans nos pays. Parce que vous imaginez bien que ces contrats sont généralement montés de toutes pièces, très souvent par l'acquéreur et non d'accord partis avec les deux parties. Et puis c'est des contrats qui cachent des actes de corruption que vous n'imaginez pas. Donc, cette ONG, je crois qu'elle est dans son rôle et je souhaite d'ailleurs que sa démarche prospère parce que s'il arrivait que ce contrat soit publié, je suis sûr que nous tous, nous risquons de nous arracher les cheveux en découvrant les énormités qui y figurent. Je crois d'ailleurs que j'y ai son pensée, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on devrait même laisser la compétence de la signature des contrats et des négociations de ce genre de contrats avec des partenaires, des investisseurs étrangers, surtout les multinationales qui sont de très gros calibres, très souvent même supérieurs, c'est des entreprises plus puissantes que nos États. Pourquoi est-ce que laisser cela? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas associer les parlementaires et la société civile dans le processus de négociation? Je crois qu'il y aurait davantage de visibilité et d'équité. Parce que jusque-là, on a tous des contrats qui sont bancals, on ne connaît pas le contenu des contrats, on voit des supposés investisseurs débarquer dans nos pays, prendre possession de nos économies, même des secteurs de souveraineté comme l'eau et l'énergie. Et plus tard, lorsque le gouvernement en place veut faire des réclamations, ceci dispose de toutes les ressources, de toutes les voies de droit d'ailleurs, parce que généralement, tout figure dans le contenu du contrat. Et pour ma part, je pense que cette ONG a raison de réclamer la publication de ce contrat de concession. Et si jamais cela arrive, nous risquons franchement de nous arracher les cheveux parce que ces contrats, c'est généralement des contrats de CIU qui servent pour les intérêts des individus, des investisseurs étrangers en complicité avec quelques fonctionnaires locaux. Naturellement. Alors,
On va peut-être sortir définitivement de cette actualité, Albert Natol. C'est vrai, on a décrié, on va dire, ce rapport de force, on peut désormais l'admettre ici entre ces multinationales qui viennent justement s'installer sur le continent africain et qui gèrent parfois les guises et comme bon leur semble. Alors finalement, pourquoi ne pas faire confiance à ces opérateurs nationaux qui ont peut-être même l'occasion de pouvoir mieux faire? Surtout que, selon une certaine presse qu'on a d'ailleurs eue durant quelques temps, alors la structure Veolia traîne quand même d'énormes bruits de casseroles. On n'a pas justement compris comment est-ce qu'ils ont pu arriver à s'installer du côté du Gabon. Pourquoi ne pas désormais valoriser l'expertise sur le continent africain? Le véritable problème, c'est quoi? C'est que la plupart des contrats, des gros contrats qui sont négociés sur le continent sont généralement le fait de la diplomatie très agressive de la France. Vous voyez que dans le cadre de ce litige qui oppose désormais le gouvernement gabonais à Veolia, la diplomatie française est entrée en action, justement pour faire pression sur le gouvernement gabonais. C'est dire que ces contrats, comme l'a indiqué si opportunément Claver, il s'agit des contrats de cible. Et le plus souvent, ce sont des contrats qui sont lus en diagonale. C'est-à-dire que le plus souvent, ce n'est pas des contrats qui sont véritablement rédigés par des experts en la matière. Il s'agit des contrats qui cachent des vices, et des très mauvais vices, qui desservent généralement l'intérêt national. Dans le cas qui nous intéresse, vous l'avez bien indiqué, ce n'est pas la première fois que Veolia est justement engouillé dans un scandale de genre. On se rappelle qu'il y a un peu plus de 10 ans de ça, Veolia a été confronté à un scandale similaire dans l'état du Michigan, aux États-Unis, où il a été traîné en justice par le gouvernement américain, par le ministère de la Justice des États-Unis, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de pouvoir satisfaire et respecter les clauses contractuelles par rapport à la mission qui leur était dévolue. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je m'amuse, j'ai ri un peu sous cap quand je lis la déclaration du secrétaire général de Veolia qui déclare que dans le contrat de concession, le gouvernement gabonais devait investir 100 milliards de francs CFA. Il devait investir 100 milliards de francs CFA, c'est-à-dire Veolia devait investir 100 milliards de francs CFA au niveau dans les infrastructures de distribution. Mais qu'ils en ont investi un peu plus, c'est-à-dire 366 milliards de francs CFA. Moi, ça me fait sourire, je ne vois pas une entreprise française qui est venue faire du profit en train d'investir au-delà de ce que le cahier des charges leur a été imposé. Prévoyait. Donc je pense que actuellement ils ne sont pas encore entrés dans la phase de contentieuse. Ils sont dans la phase de tentative d'arbitrage, donc de conciliation au niveau du Centre international de règlement des différents aux investissements. Donc, et ils ont sollicité pour cela un cabinet juridique américain, Mayer Brown, le cabinet Mayer Brown. Donc on attend de voir la suite, mais je crois que comme le ministre gabonais de l'eau et de l'énergie l'a si bien dit, il faut relire ce contrat. Très bien compris. En tout cas, on sera donc perché pour savoir ce qui va en découler. On reste dans ce pays-là avec donc cette fois-ci l'opération Mamba qui a été lancée il y a quelques années dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Écoutez, l'opération Mamba, c'est un peu cette espèce d'opération épervier qui vole désormais plus haut du côté du Cameroun. Mais on reste d'abord au Gabon qui nous faisait savoir l'Union dans l'une de ses parutions que la Cour constitutionnelle spéciale, et bien dans cette cour-là, et bien les juges étaient donc déjà prêts pour faire quoi? À s'occuper donc désormais à ces dossiers brûlants de corruption et bien de ces hauts commis de l'État qui auraient donc fait même bas sur la fortune publique. C'est donc dans sa parution du 15 que nous voyons désormais plus clair dans ce même quotidien-là de l'Union au Gabon, donc qui nous fait savoir première session de la Cour criminelle spéciale Wada à charge et à décharge, titré donc à la Ulugien, qui nous fait savoir que Blaise Wada, qui est inculpé pour détournement des deniers publics, c'est le premier au cadre gabonais devant la barre pour détournement des fonds publics. Alors Pierre Claver Kodo, l'opération Mamba est lancée au Gabon, opération épervier au Cameroun, partout sur le continent africain, mais toujours on a l'impression que la corruption ne semble pas fuir nos États africains. C'est quoi le véritable problème? Pourquoi ces nombreux échecs?
Je crois qu'il y a un déficit au niveau des programmes d'éducation qui nous sont qu'on nous enseigne tous les jours, depuis le primaire. Il y a ce facteur. En quoi est-ce que moi je ne sais pas en quoi est-ce que je suis camerounais. Je crois que si je pose la même question à 10 Camerounais, ils me donneront 10 réponses exactement. En quoi est-ce que vous êtes camerounais? Essayez de répondre. Vous donnerez une réponse que l'autre ne donnera pas. Sauf que c'est pas vous qui posez des questions sur ce plateau. Non, c'est un peu pour rappeler à nos téléspectateurs qu'en Afrique francophone, on n'a pas le sens du patriotisme. On ne sait pas pourquoi est-ce que nous appartenons, nous sommes de tel ou tel État. Ben, quand tu demandes à un Français pourquoi est-ce que vous êtes Français, il vous dira tout de suite que c'est parce que la France est un pays de liberté. Quand vous allez demander à un Américain, il vous dira que I am the best, il est américain parce qu'il est le meilleur. Mais pour revenir sur ta question, je voudrais dire ceci. Je crois qu'on aura beau créer des opérations épervier, mamba, crocodile, éléphant, lion, panthère, ça ne résoudra pas le problème de la corruption dans nos pays, parce que la corruption déjà c'est un héritage colonial, un héritage culturel colonial, et pour lutter efficacement contre la corruption dans nos pays, il faudra des lois fortes qui peuvent mettre entre parenthèses, ce concept de droit de l'homme. Parce que tant que les gens n'ont pas, tant qu'il n'y a pas une loi capable de dissuader les actes de corruption et de prévarication des caisses du trésor public, les gens continueront à voler, puisque la corruption en elle-même, c'est comme une hydre qui peut régénérer. Parce que lorsque vous avez le fruit de votre corruption et que la corruption règne au sein de votre société, vous pouvez également corrompre tout ce qui peut intervenir dans la procédure de condamnation. Donc je crois qu'il faudrait simplement que nous essayons de copier l'exemple de la Chine qui, depuis les années 1960, a adopté une loi qui s'appelle la loi anti-crime non violent et qui est, au même titre que la loi anti-terrorisme au Cameroun, prévoit des condamnations à mort pour des actes de prévarication des caisses du trésor public et de corruption. Alors, mon cher Albert Alato, vous êtes peut-être de ceux qui pensent qu'une nation est d'autant plus forte qu'elle a des institutions assez fortes. Vous partagez l'opinion de M. Claver Kodo qu'il faille désormais aller jusqu'à la mort, la pendaison pour ceux qui sont inculpés pour des faits de détournement de fonds publics. Est-ce que ce sera ça, la formule magique? Je voudrais qu'on voit le problème autrement. D'accord. Autrement, c'est-à-dire qu'il a évoqué un point tantôt qui concerne la morale publique. C'est-à-dire amener... fondamental. C'est très fondamental. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas de corruption sans corrupteur, sans corrompu. Naturellement. Ça veut dire qu'il y a deux acteurs. C'est d'ailleurs ça le fondement. Absolument. Donc, il faut donc, avant d'arriver, parce que lorsque nous parlons de la répression, lorsqu'il parle de fusillade, c'est la place publique, ça veut dire que c'est la répression. Mais il faut qu'on parte d'abord au niveau de la prévention. La prévention, ça implique quoi? Ça implique qu'on puisse amener chaque citoyen qui a la responsabilité de la gestion de la chose publique à prêter serment. Ça, c'est important. C'est votre proposition? Non, à prêter serment, ça dit que... Ça peut faire l'objet d'un projet de loi, Albert Alato. Non, je pense que c'est important. Aujourd'hui, et faire une évaluation de sa fortune quand il vient aux affaires. Il y a cette loi ici, il y a naturellement. Donc moi je pense qu'il faut d'abord inculquer cette culture du respect du bien public aux citoyens. Ça c'est important. Ça se passe dans les pays communistes. C'est-à-dire qu'on doit respecter la fortune publique. C'est difficile que, par exemple, si vous êtes au Canada, c'est un exemple, un inspecteur des impôts, quand il va travailler quelque part, il va faire un enregistrement quelque part, il n'a même pas le droit de prendre un verre d'eau là-bas. Il n'a pas le droit de prendre un verre d'eau parce que sinon ce sera constitutif de tentative d'un acte de corruption. Il doit avoir dans son sac son hamburger et sa bouteille d'eau, sa bouteille de jus. Il ne doit rien prendre là-bas. Il fait l'objet de poursuites. Autrement dit, il fera l'objet de poursuites de corruption ou de tentative ou de complicité de corruption, parce qu'il s'agit de ça. Et je pense que c'est un phénomène qui est aussi encouragé par les gens qui ont l'habitude de nous aligner, de nous donner des bons classements en la matière. Eux qui viennent sur le continent... Donc vous partagez l'idée de Pierre Claver Kodo qui nous révélait justement que c'est un fait, un phénomène importé. C'est un phénomène importé, absolument, parce que vous savez, avec le règne de l'argent, les gens qui viennent négocier les contrats... Le capitalisme à tout prix, à tous les prix. Le capitalisme, ça veut dire que les gens qui viennent négocier les contrats sur le marché, qu'est-ce qu'ils font?
il se bat avec les malades, Si vous êtes très convaincant, parce que vous voulez être citoyen honnête, à votre niveau, il faut sortir le joker. Et si vous n'êtes pas très sérieux dans votre tête, vous succombez. Je pense qu'il faut des mesures fortes. Parce que les institutions, ce sont les hommes qui animent les institutions. Naturellement. Et si ces hommes-là n'ont pas une bonne moralité, s'ils ne sont pas intègres, nous allons, comme il a dit tantôt, multiplier les opérations épervées, ou Mamba vert, tout ce que vous voulez, ça ne donnera pas. Ça ne donnera pas du tout. D'accord, merci. Albert, on va rentrer du côté de nos machines pour prendre donc cette fois-ci cette actualité qui a d'ailleurs fait jaser et fait couler beaucoup d'entre et salive sur le monde entier. C'était donc ce limogeage, on va dire à la manière Trump, de Rex Tillerson, alors qu'il était donc en vie du côté de N'Djamena avec donc Tchad Info, qui nous a d'ailleurs relayé les faits. C'est plutôt avec Al-Wida qui est également en ligne, le journal tchadien, et qui s'intéresse également à ce limogeage de Rex Tillerson survenu donc cette semaine. Le journal fait savoir que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson limogé au lendemain d'une visite du côté du Tchad. Donald Trump a annoncé donc mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA Mike Pompeo. Donald Trump voulait, nous dit le journal, une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, expliqué un haut responsable américain. Vous y croyez, ce justificatif de M. Donald Trump? Ce serait ça la raison fondamentale du limogeage de Rex Tillerson? Je pense pas, parce que selon certaines informations qui nous sont parvenues, il semblerait que Rex Tillerson voulait faire preuve d'un peu plus d'humanisme, et ce qui le mettait en porte-à-faux avec la vision de la diplomatie américaine versus Donald Trump. Et à partir de là, il était donc question que Donald Trump se débarrasse de lui pour continuer à jouer aux gendarmes dans le monde. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il ramène. Il le remplace par un faucon qui vient quand même de la CIA. Et quand on connaît les habitudes de la CIA, ça signifie que celui qui a été déchu n'arrivait pas à lui donner satisfaction par rapport à la manière dont lui l'entend implémenter la diplomatie mondiale. Je veux quand même rappeler que ce qui se passe, par exemple, depuis ce matin en Syrie, est révélateur de cette situation, parce que vous savez, il y a eu, selon certaines sources, pratiquement un ultimatum de la Russie à l'adresse des États-Unis concernant une éventuelle attaque de la capitale syrienne, Damas. Et vous pensez l'arrivée du nouveau secrétaire d'État peut participer à cette épreuve de force, ou alors encourager, parce que les États-Unis ont une tradition hégémonique. Donc, c'est une tradition de conquête. C'est une tradition de conquête du reste du monde. Et apparemment, Rex n'était pas du tout d'accord avec... il privilégiait le dialogue et la négociation. Et Trump ne semble pas apprécier sa démarche. D'accord. On va, avant de permettre au directeur de publication pour le journal Le Messager, depuis donc le Cameroun, de s'intéresser sur un sujet d'actualité. On va sortir avec vous, Albert Anatole, ici. Alors finalement, on a eu le tweet il y a quelques heures de M. Donald Trump qui se disait être désormais satisfait de ce limogeage de M. Rex Tillerson. Est-ce qu'il faut désormais voir et comprendre qu'entre les deux hommes, c'était désormais un véritable désamour? Mais je me rends compte que finalement, M. Donald Trump il fait feu de tout bois depuis qu'il est arrivé aux affaires, parce que la Maison-Blanche est secouée par les vagues de limogeage, des démissions en cascade. Je crois que si il s'agit de sa manière à lui de peut-être gouverner, mais je crois que les États-Unis sont animés par une sorte de démonstration de puissance. Et je crois que le secrétaire d'État Rex Tillerson était en train de prendre un peu de liberté, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, sa visite au Tchad, vous savez ce qui s'est passé entre le Tchad, la crise diplomatique qui a secoué. Sauf qu'il est venu sur le continent africain avec une feuille de route bien précise, qui était d'ailleurs tracée par la Maison-Blanche. Oui, le problème c'est que, comme je vous indiquais, M. Donald Trump ne serait pas surpris que après cette émission, le lendemain matin, vous apprenez qu'il y a soit une démission, soit un autre coup de tête. Donc, je pense que, comme il s'agit d'une actualité américaine, bon, c'est vrai, chaque chef d'État, il tient les manettes de son pouvoir comme il l'entend. Mais je crois que
il commence un peu à tout en donner la vue. Je parle de M. Donald Trump. On l'attend sur les véritables chantiers, mais on ne le voit pas du tout. On le voit beaucoup plus dans les actions d'éclat, comme un rockstar. Il se comporte beaucoup plus en rockstar qu'un homme d'État d'un pays comme les États-Unis. Je crois qu'il convient tout simplement d'observer ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Parce qu'il a tissé des bons lauriers au successeur de Rex Tillerson. Donc on attend de voir, on espère que ce successeur va lui donner satisfaction. D'accord, bien compris. On va, en attendant d'avoir la réaction d'Alex Gustave Zébazé, qui est donc directeur de publication, qui est même d'ailleurs en ligne. Alors, avant de vous permettre de réagir, mon cher Alex Gustave, eh bien, on va donc prendre cette une de mutation, relance de l'opération épervier du côté du Cameroun, avec donc mutation, qui s'interroge d'ailleurs à sa une, à qui profitent donc désormais les fuites. Comment et pourquoi les interdictions de sortie de Basile Tanganakuna, Louis-Max Aïna Odia, Richard Mangas et autres se trouvent désormais dans les réseaux sociaux. C'est là la grande interrogation retenue par nos confrères. Mutation au courant de cette semaine. Confirmation donc avec le journal Le Messager. À sa une, Tanganakuna en eau trouble retient donc le quotidien Le Messager. L'ancien ministre de l'État et de l'Énergie, le secrétaire d'État au travail public en charge des routes sont tous sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire camerounais. Pourront avoir à répondre de leur gestion passée devant la justice. C'est ce que nous dit le journal d'Alex Gustave Zébazé qui est en ligne. Alex, bonsoir. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement dans ce dossier à Tanganakuna et compagnie? Alors, monsieur Alex Gustave Zébazé, qu'on va voir dans un court instant, on rappelle effectivement avec le journal donc Le Messager qui paraît depuis le Cameroun, qui s'intéresse donc à cette affaire Pervier, eh bien, on va dire depuis le réaménagement ministériel survenu le 2 mars dernier du côté du Cameroun, eh bien, qui a d'ailleurs emporté beaucoup d'autres et effectivement intronisé bon nombre dans ce gouvernement. Il y en 4, eh bien, parmi les déchus, donc, à Tanganakuna, qui serait donc désormais en nos troupes, tel que l'on voit d'ailleurs la une du quotidien Le Messager, dont vous avez d'ailleurs la une à l'écran. Alors, est-ce que Alex Gustave Zébazé est désormais avec nous, avec la magie des ondes? Est-ce qu'on peut l'avoir du côté donc de la... Oui, je suis bien avec vous. D'accord, parfait. Nous recevons Saint-Sucin. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit donc désormais à votre une? De quoi est-ce qu'il est question sur ce dossier à Tanganakuna? Merci pour votre interpellation. Allez, on va l'avoir. Alors désormais, à Bernato, en attendant d'avoir M. Alex Gustave Zébazé, on a finalement l'impression que tous les banniers, on va dire, de ce gouvernement Yankat font désormais l'objet de quelques poursuites judiciaires du côté du Cameroun. Non, pas tous, certains. Certains, certainement, ont déjà reçu leur convocation pour le tribunal criminel spécial pour répondre pour des enquêtes. Donc du côté du CED. Non, je pense que sur le tribunal criminel spécial qui s'occupe de ces cas et des détournements de deniers publics, c'est pas le CED. Le CED ne peut que... l'État de la Défense? Non, le CED ne s'occupe pas de ces cas. Il s'agit du tribunal criminel spécial qui a à sa disposition des OPJ qui appartiennent de la gendarmerie et de la police judiciaire. Donc, on n'a pas besoin de les amener au CED pour les auditionner. Je crois que l'actualité de la semaine dernière a été justement dominée par cette actualité qui se retrouvait dans les réseaux sociaux, vous l'avez indiqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on a pris justement avant que ça soit transporté dans les médias, de la presse écrite bien sûr, que M. Tanganakuna, entre autres, est interdit de sortir. Donc, je crois que lorsque quelqu'un est interdit de sortir, sur haute instruction du président de la République, parce qu'il faut le noter, l'opération Épervier est dirigée directement par le président de la République. Donc, ça veut dire que c'est les nuages qui s'annoncent. D'accord. Albert, Anatole, on va donc aller au téléphone. Alex Gustave, vous étiez justement en ligne. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit à la une de votre quotidien, donc au sujet de M. Tanganakuna? Nous avons ouvert notre journal, le quotidien Le Messager, paraissant à Douala, par l'interdiction de sortie du territoire qui a fuité dans
Aïe, il y a beaucoup de soucis avec Douala. On demande la réaction de nous permettre de l'avoir absolument parce que c'est effectivement le forum des directeurs de publication. C'est eux qui viennent désormais défendre, pourquoi pas, ces différentes titrailles. Essayer de prendre, pourquoi pas, la 2. Question d'avoir M. Alex Gustave Zébazé. Alors, Pierre Claver en attend. D'accord. Allez-y, mon cher Alex. C'est que nous avons ouvert notre journal, l'édition de mercredi, par cette interdiction de sortie du territoire national publiée ou distribuée dans les cercles de la police, notamment aux polices de frontières, concernant 2 personnalités. Des soucis vraiment avec Alex Gustave Zébazé. On va peut-être tenter pour une dernière fois de l'avoir. Alors, mon cher Pierre Claver Kodo, finalement, ce sont les réseaux sociaux qui ont tout livré au continent africain, ces interdits de sortie de la part des hauts commis du Cameroun. Petite réaction peut-être à ce sujet. Oui, mais il faudrait intégrer les réseaux sociaux dans toute la gestion de l'information dans nos pays. Et les réseaux sociaux sont désormais partie prenante. Maintenant, c'est la qualité des informations diffusées par ces réseaux sociaux qui pourrait poser problème. Sinon, dans l'avenir, il faudra s'attendre... Parce que les informations diffusées sur les réseaux sociaux, certaines peuvent être des fake news, mais il y en a qui sont authentiques, mais il faut savoir apprécier. Sauf que ça a été avéré quand même authentique, puisque elle a été authentique, la presse écrite a pris le relais pour clarifier désormais les faits. Bien sûr, et même lorsque vous voyez la fiche qui est distribuée sur les réseaux sociaux, il faut bien la décrypter pour vous rendre compte qu'elle est authentique. C'est une information authentique. La presse écrite et autres ont pris le relais. Est-ce que M. Atanganakouna, nos troupes désormais, courent un grand risque d'être conduit au tribunal spécial comme cela a laissé fuiter tout à l'heure les propos d'Albert Anatole? Oui, Fabrice, tu sais... Sous réserve de la publication sous réserve de sa présomption d'innocence. Nous, à Horizon Nouveau, nous avons travaillé pendant des années sur le dossier, sur la gestion d'Atanganakouna. Je peux prendre les confrères à témoin, peut-être lui-même, mais là vraiment c'est sous réserve de sa présomption d'innocence. Vous savez, lorsqu'il est nommé administrateur provisoire de l'ex-NEC, c'est une grosse entreprise qui tombe sous le coup des privatisations dictées par les gestions de Bretton Woods, vous vous rappelez, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, et partira de là comme directeur général de la Camota, une société nouvellement créée, une société de patrimoine du secteur de l'eau nouvellement créée, et qui aura également la charge d'obtenir, qui aura la charge de négocier avec CDE, un Marocain, un contrat d'affermage du service de l'eau. Maintenant, lorsque vous suivez l'évolution de près, nous on l'a suivi pendant plusieurs années, on se rend quand même compte qu'il est comptable, qu'il serait comptable de beaucoup d'indélicatesses de gestion, depuis son arrivée dans le secteur de l'eau. Ces indélicatesses de gestion portent non seulement sur le plan managérial, mais aussi même sur la gestion des actifs résiduels de l'ex-NEC. On peut parler du patrimoine foncier, donc, qui a pratiquement été dilapidé. On peut parler maintenant des financements obtenus auprès des bailleurs de fonds internationaux, dont la destination jusqu'à présent souffre de certaines interrogations. Il y a donc tout autour de cette gestion-là, il y a vraiment lieu de faire de lui un candidat privilégié pour le TCS et donc pour l'opération épreuve. Bien compris. On va vraiment supplier la réaction de nous permettre d'avoir Alex Gustave Zébazé parce que à côté de cette affaire à Atanganakouna, il y a également le dossier Télécom et qui concernait MTN courant de cette semaine, qu'on a d'ailleurs annoncé partant du côté du Cameroun et même du côté du Bénin. C'est ce que nous a d'ailleurs renseigné l'œil du Sahel qui était en kiosque effectivement cette semaine parlant de Télécom. MTN menace de quitter le Cameroun. C'est qu'on a tout fait pour avoir le directeur de publication, M. Guibaï, qui est donc en difficulté et qui n'a pas pu intervenir en tout cas.
En tout cas, on va donc aller prendre cette fois-ci vraiment avec la magie des ondes. Alex Gustave, vous êtes encore en ligne. À défaut de s'attarder peut-être sur cette une d'Atanakuna, alors on vous fait l'exclusivité de nous donner en quelques secondes le contenu de cette une. On veut également s'intéresser à ce dossier, la MTN, qui est annoncé par votre journal, le messager, qui va, pourquoi pas, quitter le sol camerounais. Vous avez désormais un droit de repos si jamais il y avait accusation, mon cher ami. Alex Gustave, on aura vraiment tous les problèmes du monde pour l'avoir. On espère qu'on l'aura, me fait-on si. D'accord. Alex Gustave, à défaut, peut-être, pourquoi pas, en quelques secondes, on veut désormais avoir la quintessence de ce dossier à Tanakuna. Mais à côté de cela, on veut également savoir c'est quoi le problème MTN du côté du Cameroun. Ben, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Je reviens rapidement, puisque ça semble être mauvaise. Nous avons fait le choix d'ouvrir l'édition de mercredi messager sur cette interdiction de sortie du territoire de M. l'ancien ministre de l'énergie qui avait été limogé du gouvernement avec, bon, il n'était pas seul, là, il était 6 dans le dernier réaménagement. Mais son cas est, pour nous, emblématique parce que c'est quand même une personnalité qui a occupé les fonctions de ministre de l'eau et de l'énergie pendant une bonne dizaine d'années. Ce qui était déjà un record parce que nous avons souvenance qu'avant lui, les chefs de département ministériel là, très peu ont passé plus de 3 ans en fonction. Ce qui montre que c'est un département ministériel extrêmement sensible, au moins en raison de ce que ça, comment je vais dire, il est compétent dans 2 secteurs extrêmement en prenance avec les besoins directs de la population, notamment l'approvisionnement en eau potable et la mise à disposition du courant électrique qui est aujourd'hui utilisé aussi bien par les ménages que par les industries, les entreprises, dans le cadre de ce qu'on peut appeler les activités quotidiennes. Donc, M. Tanakuna, qui a quand même dirigé ou a été une sorte de, on peut dire ça comme ça, le principal baron de l'eau au Cameroun depuis sa nomination à l'ancien SNEC comme administrateur provisoire. Donc, il a dirigé cette société-là comme unique mandataire social, sans conseil d'administration, parce que dans cette forme-là, il n'y a pas de conseil d'administration. Puis, lorsque la société, l'État du Cameroun a décidé de créer une société d'affermage, notamment une pour distribuer de l'eau, qui a été confiée officiellement aux Marocains de l'ONEP, et la société d'infrastructure, de création des infrastructures qui s'appelait Cameroun Water Utility. C'est M. Tanakuna, ancien administrateur provisoire, qui a été porté à la tête de la société d'infrastructure Water. Après cela, quand le gouvernement, quand le chef de l'État a eu besoin de changer le ministre en charge de l'énergie et de l'eau, c'est encore M. Tanakuna que le chef de l'État a choisi pour diriger ce secteur économique important et sensible. Donc, son départ du gouvernement, même si on a l'habitude de dire au Cameroun que le chef de l'État nomme qui veut quand il veut et peut le révoquer quand il veut, est pour nous extrêmement, en tout cas, on est très attentif à tout ce qui concerne ce cas-là parce que ce n'est pas souvent qu'on a vu autant de fuites dans la presse, sur les réseaux sociaux, relativement à des procédures qui seraient enclenchées à l'égard ou à l'encontre de personnalités ayant quitté le gouvernement. Ils sont 2 dans le message porté qui a fuité dans la presse et sur les réseaux sociaux, mais son cas est emblématique vu ce que je viens de vous décrire. Évidemment, nous ne pouvons pas nous permettre, nous le messager, parce que nous sommes attachés à la présomption d'innocence, d'accuser ou de considérer M. Tanakuna coupable de quoi que ce soit. Mais dès l'instant où il y a une procédure comme celle qui a été révélée par le message porté du délégué régional de la Sécurité nationale de l'extrême Nord,
nous sommes en droit de considérer qu'il va au-devant des ennuis, lesquels ennuis peuvent faire suite à des conclusions de missions d'enquête du contrôle, de missions de vérification du contrôle supérieur de l'État dans les différentes structures dont il a eu la charge, notamment l'ex-NEC comme administrateur provisoire ou Kamoa comme directeur général, ou même le ministère de l'Eau et de l'Énergie comme patron de ce département ministériel qui a quand même eu à superviser le projet de renforcement de la desserte en eau des villes de Yaoundé, qui aujourd'hui n'est toujours pas assez bien desservie en eau, malgré les investissements importants d'un montant de 400 milliards qui ont été, mobilisés par l'État du Cameroun. Et vous connaissez la situation du secteur de l'énergie, où les informations que nous avons montrent que la société Eneo, qui est issue du fonds d'investissement actif qui a racheté les actifs de l'investisseur américain AES Corp, Eneo est aujourd'hui en difficulté face à l'État du Cameroun qui a de la difficulté, qui peine à lui concéder un contrat long terme qui lui permettrait d'aller sur le marché international, lever les fonds nécessaires pour renforcer ses capacités de production de l'énergie dont ont besoin les ménages et les entreprises. Or, le problème, c'est que dans les cercles du pouvoir, il y a des réseaux importants ou des cercles importants qui considèrent que le ministre sorti du gouvernement aurait eu des intérêts dans la transaction qui a amené Actis au Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Nous, en tout cas, nous attendons et nous suivrons de très près toutes les actions qui pourront être entreprises, soit par la justice, soit, en tout cas, par les instances. D'accord. Alors Alex, on va justement sortir définitivement avec vous avec cette cette petite, à votre petite fenêtre de ce même journal. Là, vous parlez effectivement de télécommunications au Cameroun et vous nous faites savoir donc MTN pourrait quitter le Cameroun vraiment en 1 minute 30, le timing d'un papier radio-télé. De quoi est-ce qu'il s'agit encore dans cet autre dossier qui interpelle MTN? Non. On va sortir avec votre petite fenêtre qui s'intéresse aux télécommunications, donc au Cameroun. MTN pourrait quitter le Cameroun. C'est quoi le souci avec MTN? Bon, voilà. Je crois que à l'heure où vraiment, à 1 minute 30, s'il vous plaît, Alex. À 1 minute 30, vraiment. Je vous en prie. Je m'en tiens au communiqué officiel de la direction de MTN Cameroun qui a démenti toutes les informations, toutes les rumeurs qui ont circulé la semaine dernière, ou en tout cas dans la semaine, relativement à une éventuelle, un éventuel départ de MTN du Cameroun. Mais les spéculations qu'avait fait la presse, et la presse est dans son rôle de faire de telles spéculations, sont issues quand même des déclarations du directeur financier du groupe MTN qui a évoqué le nom du Cameroun et du Bénin parmi les pays où MTN, qui a des filiales, pourrait réexaminer ses positions. Donc, je pense, en tout cas, nous pensons que c'était tout à fait normal que les journaux camerounais s'inquiètent d'une telle annonce du directeur financier de MTN. On est tout à fait heureux que la direction de MTN Cameroun ait démenti cette information. Ces rumeurs-là. D'accord, merci. Alex Gustave, on vous souhaite une très bonne soirée. Vraiment espérons vous avoir très prochainement dans le cadre d'une autre édition de 7 jours en kiosque. Merci. D'accord, Albert Anatole, peut-être en 30 secondes sur ce dossier MTN Cameroun finalement qui s'est avéré être un véritable leurre, sauf que la presse béninoise jusqu'ici n'a pas véritablement apporté un démenti sur cette information qui est restée quand même. Mais écoutez, les réalités béninoises ne sont pas les réalités camerounaises. Je crois que le contexte est différent. Comme l'a si opportunément relevé mon confrère, bon, la presse est dans son rôle. Je regarde, si la presse n'avait pas justement relayé cette information, qui s'est avérée être un flop, peut-être c'est devenu un flop parce que la presse, elle est peut-être allée à but en besoin, mais peut-être qu'il peut aussi être avéré.
Mais la presse, effectivement, est dans son rôle. Et la même semaine, j'ai lu le communiqué, le démenti de la direction générale de MTN Cameroun, qui dément ces allégations, comme ils appellent. Mais je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu, nous avons l'habitude de le dire. Peut-être y aurait-il un malaise. On attend de voir que peut être, parce qu'il semble que la direction MTN Cameroun a des soucis avec l'administration camerounaise. Donc, concernant une très grosse enveloppe, je crois que c'est une actualité à suivre. C'est du just wait and see, comme disent effectivement nos frères anglophones ou alors d'expression anglaise. On va donc quitter cette une donc de l'œil du Sahel qui s'intéressait effectivement aux télécommunications. Donc MTN menace de quitter le Cameroun. Parlons des sénatoriales, puisque nous sommes au Cameroun, donc avec le Cameroun Matin qui était également en kiosque cette semaine. Le journal nous présente donc les grands visages en compétition du côté de l'Ouest. C'est la une retenue par Cameroun, le Cameroun Matin, le journal cher au directeur de publication. Donc, c'est plutôt la une de Diapason que, voilà, le Cameroun Matin qui s'intéresse donc au grand visage en compétition du côté de l'Ouest Cameroun. Donc, le journal retrace donc ces grands partis politiques qui sont donc en conclave, plutôt en compétition. L'URDPC, l'UDCS, DF, l'UNDP et l'UMS à lire absolument dans les condons du journal. Nous sortons définitivement donc du Cameroun. On prie la raison de nous permettre d'avoir en ligne une fois de plus François Mboké. François Mboké avec qui on va également s'étendre sur cette une-là de Diapason qui était en kiosque cette semaine, qui parle effectivement des réaménagements ministériels donc, du 2 mars dernier, avec donc le journal Diapason, ses départs et arrivées qui libèrent finalement le pays. Parlant du Cameroun, c'est ce que retient donc notre ami François Mboké, qui est donc probablement en ligne. François, vous êtes là? François Mboké qui va donc désormais qui va s'étaler sur cette question-là, ces arrivées qui ont donc finalement libéré le pays, parlant du Cameroun. François Mboké, vous êtes encore d'un autre. François, finalement, on a l'impression à votre journal, surtout à votre titrail, que les arrivées ou alors les départs de ce remaniement ministériel du 2 mars dernier ont plutôt libéré le Cameroun. Vous confirmez l'information? Il y a des personnes qui sont partis pour libérer ce pays. Il y en a qui sont entrés pour amener un souffle nouveau. Il n'est pas secret qu'il y a des gens qui se disaient très proches du président de la République et qui donc ont à un moment agir en lieu et ses places. Et malheureusement que le chef de l'État, comme à son habitude, essaye toujours de démontrer à ceux-là qu'il est le seul bateau, le seul maître dans le bateau. Et c'est ce qu'il a encore fait le 2 mars. Et nous avons vu également une sorte de nouvelle bouffée d'oxygène qui est arrivée, dont nous pensons qu'elle pourra s'activer et activer les énergies qui existent, qui sont prêtes à se mettre en branle pour transformer le pays. Je pense que tout cela mis ensemble, nous mettons un actif au niveau du chef d'État qui a relevé un défi. Beaucoup ont dit dans le sérail et autour du sérail que ça a été le remaniement ministériel le plus important depuis 36 ans. Alors, François Mboké, pour sortir définitivement sur cette question, d'aucuns pensent que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui permettra à M. Biya de préparer les élections en perspective. Bien entendu, chaque fois qu'il y a des élections, on prend des dispositions pour les gagner. Le président Biya ne sera pas celui qui fera le contraire. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de secousses. On a essayé de toucher des gens qui pourraient jouer contre la victoire du chef de l'État et de ses programmes à tous les endroits. Et on a essayé de ramener des gens qui ont une certaine neutralité, alors des états de service bien connus et rémunérés, à juste titre, qui peuvent donc continuer de peser sur les actifs du chef de l'État. Et ça permet que lors des élections attendues, peut-être le chef de l'État puisse encore renouveler la confiance, en fait, qu'on puisse renouveler une certaine confiance pour rester dans les affaires. Mais nous attendons de voir, parce que rien n'est encore dit jusque-là. M. Biya n'a pas encore présenté sa candidature. Il y a des nouveaux candidats qui sont très très importants, qui ont des regards sur le futur et qu'il y en a qui sont même historiques. Nous pensons que nous n'en sommes pas encore là, mais tel que les choses se passent,
on pourrait se poser la question pour qui le président y a parlé la cour. Merci François Bocquet. On va momentanément vous permettre de souffler. On va revenir à vous surtout sur ce dossier qui concerne donc M. Robert Mugabe. Donc nous quittons définitivement l'Afrique centrale. Donc pour l'Afrique australe avec donc Zambia Eye qui était disponible depuis le début de cette semaine. Et bien depuis donc son éviction du pouvoir, c'était en novembre dernier. M. Robert Mugabe s'est donc définitivement exprimé. L'ancien président du Zimbabwe a donc titré Zambia Eye. Mugabe brise son silence, confirme qu'il a été renversé dans un coup d'État. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a donc brisé son silence plusieurs mois après avoir été démis de ses fonctions lors d'un coup d'État sans effusion de sang par l'armée. Lors de sa première apparition dans les médias à Harare, Mugabe a déclaré à la SABC Télévision qu'il avait été renversé dans un coup d'État par Emmerson Mnangagwa, travaillant donc avec l'armée. Il a dit, je cite, « Jamais pensé que M. Mnangagwa se retournerait contre moi. J'ai sauvé sa vie de prison », a-t-il déclaré. Alors, finalement, avant peut-être de permettre à nos panélistes de pouvoir réagir, on va prendre l'autre une. C'est donc autant pour moi, Jeune Afrique qui confirme dans cette information et titre donc à sa une, Robert Mugabe qualifie tout simplement son départ de coup d'État. Fond de citation. Alors, messieurs, quelle peut être la portée d'une telle déclaration? Je pense que M. Robert Mugabe, depuis qu'il a été démis de ses fonctions de président de la République du Zimbabwe, il n'a jamais eu l'occasion de donner sa part de vérité par rapport à ces événements. Je crois qu'une tribune lui a été donnée de s'exprimer, de dire sa part de vérité par rapport à ce qui est certain, c'est que ce qui est évident, c'est que Robert Mugabe n'est pas parti de la présidence de la République de son propre chef. Il a été contraint de décider, n'est-ce pas, son fauteuil de président. Je pense que de l'autre côté, la politique s'est faite de ce genre de choses, des trahisons, tout ce qui peut aller avec. Et puis peut-être c'est parce que c'est par reconnaissance certainement pour les services que Mugabe lui a rendu que M. Emmerson Mnangagwa lui a quand même permis une sortie honorable avec beaucoup d'avantages en tant qu'un ex-président. Je crois qu'il avait besoin quand même de dire sa part de vérité, mais sauf que cette vérité-là n'intéresse peut-être plus véritablement les Zimbabwéens qui, dans leur immense majorité, ont tenu à tourner cette page-là pour penser à autre chose. La preuve, c'est qu'il y a un autre mouvement politique qui a été mis en place par le nouveau Front patriotique qui a été mis en place en lieu de la ZANU-PF. On va essayer de voir tout ça, mon cher directeur de publication. Le nom m'a vraiment fui, en tout cas ça va me revenir. Alors mon cher, est-ce que finalement cette déclaration de M. Robert Mugabe n'a pas un certain poids quand on sait naturellement que les élections sont à venir dans ce pays-là? Pourquoi? Est-ce que le timing n'est pas bien indiqué du côté de la côte du Zimbabwe, autant pour moi, Pierre Claver? Nous sommes toujours en plein jeu politique et c'est bien sur le terrain politique qu'on se retrouve au Zimbabwe avec ces déclarations de Robert Mugabe et puis la création d'un nouveau parti. Le nouveau Front patriotique. Le nouveau Front patriotique, c'est normal. Vous savez, Mnangagwa veut se donner toutes les cartes, veut s'offrir toutes les cartes, veut avoir les cartes en main pour repartir à zéro. Avec sa vision à lui et non celle héritée de la ZANU-PF. C'est vrai qu'il a été vice-président de la ZANU-PF très très longtemps, mais je crois qu'il voudrait simplement s'inspirer de son expérience politique pour tout changer, pour repartir avec le Zimbabwe sous un autre label. Alors, est-ce qu'on peut avoir cette une, Nathan, du quotidien de Zimbabwéen, qui est donc ce journal zimbabwéen, qui nous fait donc peut-être savoir pour un tout petit peu et essayer de pingler mon cher Albert Anatole, le journal nous fait désormais savoir que les Zimbabwéens, visiblement, veulent tourner la page à la ZANU-PF, peut-être, pourquoi pas, se recroqueviller vers donc cette nouvelle chapelle politique, entendu le nouveau Front patriotique. On
rappelle, n'est ni plus ni moins que des anciens partisans de M. Robert Mugabe qui ont donc claqué la porte de la ZANU-PF. Est-ce que désormais, vous avez l'impression qu'avec ce que nous sommes en train de vivre du côté de la Zambie, du Zimbabwe, avec cette sortie de M. Robert Mugabe, les Zimbabwéens sont désormais prêts à tourner la page de la ZANU-PF? Écoutez, le nouveau Front patriotique, c'est un parti présidentiel. Ça, il faut le savoir, c'est un parti présidentiel qui sonne justement le glas de la ZANU-PF, c'est-à-dire le MSC Nangangwa veut justement instaurer cette rupture. Mais est-ce que cette rupture sera véritablement évidente, elle sera efficiente? La question reste posée. Cependant, il y a lieu de penser que à côté de cette formation politique présidentielle, il doit y avoir forcément aussi une alternative à l'opposition zimbabwéenne, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on laisse le nouveau Front patriotique gouverner tranquillement. C'est qu'on lui donne le tapis rouge. Je ne crois pas que ça devrait se passer ainsi. Dans l'ordre normal des choses, en politique, il doit y avoir forcément en face un contrepoids. Je crois que on attend de voir ce que M. Emmerson Mnangagwa proposait aux Zimbabwéens, mais je sens quand même que quelque part il y a eu une sorte d'hypocrisie politique, parce que ayant été, comme l'a si bien souligné Clavin Koro, il a été vice-président de la ZANU-PF. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas comptable justement des scandales ou du passif ou des actifs de ce parti. Donc il est aussi comptable de cet héritage politique-là. Je crois qu'il ne peut donc pas aujourd'hui se bomber le torse en prétendant qu'il n'est pas responsable, n'est-ce pas, du bilan politique de cette formation politique. Je crois que c'est tout à fait logique et c'est légitime de mon point de vue que les Zimbabwéens puissent penser à avoir une alternative à Robert Mugabe. Mais je pense aussi que il faut que M. Mnangagwa fasse justement attention, parce que ce qu'il a fait à son père spirituel, disons ça comme ça, on pourrait aussi le lui faire. Bien compris, donc messieurs, nous quittons désormais l'Afrique australe pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous allons demander à Relson de nous permettre d'être en ligne avec monsieur Yacouba Vané, depuis donc la Côte d'Ivoire, le directeur de publication pour le quotidien LG Info, qui paraît donc depuis ce pays-là. Yacouba, avec qui pourra nous donner son avis sur ce moment de, on va dire, ce parti, cette volonté-là de pouvoir arriver à un parti unifié du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'y aller, on va donc aller du côté du Togo, avec donc effectivement cette crise qui est donc en perspective dans ce pays-là. Avec donc au Togo, donc, avec l'expression quotidienne qui était en kiosque cette semaine. Le journal parle de piège, dialogue, piège et crash raté à la une du journal L'Indépendant Express. La coalition des 14 Accra telle que nous l'avons vécu, c'est ce que nous, en tout cas le journal nous relaie tout simplement tel que vécu la situation du côté donc du Ghana, avec donc cette réunion qui a donc mis aux prises le médiateur, monsieur le président ghanéen Nana Akufo-Addo, mais surtout la coalition des 14 qui était donc présente de ce côté-là. Mais nous embrayons avec donc un autre journal, interview donc du président Tikpi Achandam du parti national panafricain. Pour lui donc, il faut dire la vérité à force. S'il veut entendre raison, à lui imposer même par la force. Note donc le journal selon donc la même source à sa petite fenêtre qui nous fait savoir crise politique et économique. Pour qui court désormais le soldat fort, s'interroge donc le journal. La Nouvelle Tribune était également en kiosque cette semaine du côté du Togo donc. Et nous dit donc que morgue, hôpitaux désormais fermés, enfants dans la rue. Syndicalistes tout simplement inquiétés. En tout cas, la situation politique dans ce pays-là est tout à fait trouble, telle que la Nouvelle Tribune qui était en kiosque cette semaine. Mais nous allons revenir notamment avec le quotidien L'Indépendant Express qui est donc en kiosque, qui était en kiosque durant cette semaine. Eh bien, désormais, voilà, coalition dans les 14 Accra tel que nous l'avons vécu. Alors, Albert Anatole, on a finalement l'impression, selon nos confrères du quotidien L'Indépendant, que cette réunion tenue du côté Accra n'a plus qu'à coucher d'une souris, parce que l'opposition, d'après ce journal, a été plus que jamais piégée. En tout cas, le discours n'a pas été franc. J'ai le sentiment que ça n'a pas été franc. On a annoncé un dialogue qui a été préparé, et mis en musique par le gouvernement. Et il semble même que ça s'est tenu. Il y a une sorte d'engagement
n'est-ce pas, des principaux leaders, des principales formations politiques. Mais sauf que chemin faisant, ils ont dû faire machine arrière, certainement parce qu'il y a eu certainement une pièce qui a dû sauter dans le processus, n'est-ce pas, de ce dialogue. Je crois que ça n'arrange pas véritablement les choses au niveau du Togo, ça n'arrange pas non plus les choses pour le président Faure Gnassingbé, sur le temps que il y a beaucoup d'exigences désormais, et ça va davantage se radicaliser. Ça va davantage se radicaliser, notamment avec les 14 partis de l'opposition dite radicale, qui ils ont à nouveau posé des préalables qui n'ont pas malheureusement été satisfaits par le gouvernement, par le régime en place, notamment d'abord la libération de leurs camarades qui ont été pour la plupart interpellés dans le cadre des événements que vous savez. Et on ne peut donc pas continuer, parce qu'avant la tenue de ce dialogue-là, promesse leur avait été certainement faite qu'on devait libérer leurs camarades. Ça n'a pas été le cas et ils se sont rendus compte qu'ils ont été piégés. Conséquence, et résultat de course, ils ont dû faire marche arrière. Je crois qu'il faut justement que ce dialogue puisse être inclusif et que ça puisse être sincère. Bien compris. Pierre Claver-Kodo, alors cette réunion tenue à Accra, on a finalement l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a accouché d'une souris parce que le président du Parti national panafricain, M. Tipi Atchandam, qui est quand même l'une des voix qui compte, il faut dire à Beranato, dans le cadre de ce processus de dialogue, a d'ailleurs annoncé les manifs à venir du côté du Togo. Est-ce que finalement, il faut dire que M. Akufo Addo est à la hauteur de la tâche? M. Akufo a été servi, on lui a servi une patate très très chaude. C'est dommage pour un chef d'État vis-à-vis de qui personnellement j'ai beaucoup d'estime. Et ça, je crois que la faute ne lui revient pas. La faute revient, comme le révélait d'ailleurs Anatole tantôt, si c'est le gouvernement qui a... Qui ne joue pas franc jeu. Si le gouvernement ne joue pas franc jeu, le gouvernement aurait dû associer tous les partis politiques, toute la société civile aux préparatifs de ces assises. Mais si ça n'a pas été le cas, ou alors le gouvernement s'est adossé sur des faire-valoir pour le faire. Comment est-ce que ça ne pouvait rien donner? Parce que le président du parti national panafricain, voilà, il reste ferme, parce qu'il est constant dans sa démarche depuis le début de ces manifestations. Et maintenant qu'il fonctionne, qu'il s'est lié à une coalition de 14 partis, je crois que les choses vont davantage se radicaliser. Et il y a lieu de craindre que la solution ne soit pas trouvée de sitôt, parce que je ne sais pas, au-delà du président Nana Akufo. Pierre, si vous me permettez, on va aller en Côte d'Ivoire. Monsieur Yacouba qui nous appelle, il est sur la ligne 1 et puis c'est un peu trop dépensif. Alors, Monsieur Yacouba, il y avait bonsoir, merci de nous retrouver sur cette autre antenne. Avant de s'apesantir dans le cadre de votre pays, parlant de partis unifiés, eh bien, on tentera de comprendre effectivement ces palabres à répétition. De ce côté-là, on parle du dossier du Togo. Eh bien, on a visiblement l'impression que la rencontre qui s'est déroulée du côté d'Accra n'a pas effectivement tenu la promesse des fleurs. La preuve, le Parti national panafricain mené par M. Tipi Atchandam menace désormais de battre le pavé. Est-ce que désormais il faut dire que le retour de la paix du côté du Togo, ce n'est pas pour bientôt, mon cher Yacouba? Bonsoir. Je suis Yacouba Bandé, directeur de publication des journaux Le Temps et RG Info. Vous m'appelez depuis Abidjan. Effectivement, au niveau du parti unifié, avec ce qui se passe entre le PDCI et le RDR, bon, on n'est pas surpris en Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit quand vous voyez 2 personnes se battre sur 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut prendre 600 francs. C'est ce qui se passe entre le RDR et le PDCI. Yacouba. Aujourd'hui, Yacouba. Oui, Yacouba, avant de nous intéresser à ce dossier, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur la situation socio-politique du côté du Togo, cette crise politique qui s'enlise désormais? On a visiblement l'impression que de ce côté-là, eh bien, des lendemains meilleurs, ce n'est pas pour demain. La preuve, la récente rencontre du côté d'Accra n'a visiblement pas porté ses fruits. Oui, mais effectivement, vous savez, les crises en Afrique, c'est la même chose. On envoie des médiateurs, des médiateurs qui ne sont pas courageux pour poser les vrais problèmes. C'est ce qui pose le problème, c'est ça. C'est ce qui pose un blocage. Aujourd'hui, il faudrait que le médiateur ait le courage de dire à M. Faure Gnassingbé qu'il ne peut plus se représenter aux prochaines élections. Il faut dire à M. Faure Gnassingbé qu'il n'est pas touché à la constitution du Togo. C'est tout. Il faut qu'on respecte les lois. Tant que nous ne respectons pas les lois,
Les lois qui nous sont données librement, c'est à ce genre de situation que nous allons arriver. Vous voyez, aujourd'hui, depuis des mois, l'opposition est dans la rue. L'opposition se bat. Ils font des marches. Ils sont matés. Ils sont gazés. Ils sont mis en prison. Mais la situation ne change pas. Bon, on envoie des médiateurs. Bon, le médiateur va faire quoi? C'est pour dire quoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Tant que nous ne dirons pas la vérité, on ne se dira pas la vérité. L'Afrique sera toujours dans ce genre de position. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Yacouba, alors désormais, monsieur Tikpi Atondam, qui est le leader du Parti national panafricain, décide de battre le pavé. Est-ce que cela veut désormais dire qu'on n'a pas trouvé un véritable consensus entre ces 14 parlant de ces partis de la coalition? On ne peut pas trouver le consensus tant que M. Faure Yacine est sur sa position. Et pourtant, le médiateur, son rôle, c'est quoi? C'est de mener la paix pour que chacun fasse des concessions. Les concessions, ce n'est pas le fait que l'opposition va demander la libération de ces militants qui sont en prison ou bien des choses. Non, il faut respecter les lois. Nous pensons que le président ghanéen, il va être animé de bonne foi pour que M. Yazima puisse appliquer la loi, rien que la loi. La loi, elle est dure, mais il faut l'appliquer. C'est ça, il faut l'appliquer. D'accord, on va prendre, M. Yacouba, vous me permettez d'avoir quelques 2 minutes d'échange sur le plateau avec donc Pierre Claver-Kodo avant de revenir à vous dans ce dossier qui concerne effectivement le Parti unifié du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, Pierre Claver-Kodo, finalement, est-ce qu'on peut avoir cette une du quotidien Le Rendez-vous qui était naturellement aussi en kiosque cette semaine, qui titrait donc à sa petite une, et en tout cas le journal s'interrogeait, pour qui roule désormais le soldat? Je vous appelle un peu difficile. Pour qui roule désormais, pour qui court le soldat à Fort Gnassingbé? Le soldat de Fort Gnassingbé a accédé au pouvoir à la base d'une grosse ingérence étrangère. Et il est maintenu au pouvoir par la même ingérence étrangère et il va de soi que tout ce qu'il fait ne le fait qu'aux ordres d'une puissance étrangère. Donc c'est pour ça qu'il disait tantôt que le Conseil une patate chaude est un grand homme à qui on sert, parlant du président ghanéen. Le président ghanéen, comme le révélait d'ailleurs notre confrère depuis la Côte d'Ivoire, Fort Gnassingbé n'entend pas respecter la loi. La loi existe, mais il ne veut pas la respecter. Et il fait appel à... M. Yacouba tenait de préciser que ce n'est pas à M. Akufo-Addo d'aller libérer les prisonniers politiques, c'est à M. Fort Gnassingbé s'il veut effectivement qu'il y ait un débat, un dialogue franc. La libération des prisonniers politiques dépend de la volonté de Fort de ramener même pas du médiateur, de ramener l'apaisement au sein de la classe politique. Mais voilà des élèves qui sont en train de perdre une année, voilà toute l'activité économique est paralysée. Le pays est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la volonté de faire des concessions à ses interlocuteurs. Et je le disais d'ailleurs tantôt, on ne peut pas préparer, on ne peut pas s'enfermer dans sa chambre à coucher, préparer un dialogue et puis demander aux autres acteurs de venir tout simplement de faire acte de présence et de valider. Ce n'est pas possible. Et là où nous en sommes, je crois que ça va se radicaliser davantage parce qu'il y en a qui vont se dire, écoutez, nous avons déjà assez perdu, pourquoi ne pas continuer à perdre jusqu'à ce que les choses changent. Est-ce que le cas Kenyan peut inspirer le Togo pour sortir définitivement? Uhuru Kenyatta qui a accepté, Raila Odinga qui a accepté la main tendue, M. Uhuru Kenyatta. Est-ce que ça peut être le cas du côté du Togo? Là, je reviens sur l'héritage colonial. Le cas kenyan, le Kenya est de la sphère anglo-saxonne, si vous voulez, anglophone. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même approche de la gestion de la chose politique. Est-ce qu'ils sont plus pacifiques que ceux les Africains Pas forcément plus pacifiques, mais il y a des valeurs qui sont les leurs, qui ne sont pas forcément celles du monde francophone. D'accord. Par exemple, le dialogue, il peut être beaucoup plus porté au dialogue, contrairement aux francophones, où on vous a appris, par exemple, en lisant les messages de Jean-Paul Sartre, que tous les moyens sont bons pour qu'ils soient efficaces. Alors, M. Yacouba, vous êtes encore en ligne. On veut cette fois-ci parler de la politique nationale dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, avec le quotidien L'Inter qui nous apprenait cette semaine que le PDCI et le RDR, c'est désormais la guerre, j'y arrive finalement. Yacouba, c'est quoi ce problème de parti unifié? Désormais, on a des palabres par-ci, par-là autour de la formation de ce parti unifié qui va probablement aller aux élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est en ligne, Yacouba? Tout à l'heure, ce que je vous disais, qu'en Côte d'Ivoire, on dit que quand vous voyez deux personnes se battre sur 1000 francs, c'est qu'il y a un qui prend 600. Ce qui se passe entre le PDCI et le RDR. Voilà des gens qui se sont mis d'accord
pour créer tous les problèmes au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo est aujourd'hui à l'AE. Ce qui veut dire que les deux parties doivent s'entendre payer la paix en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le PDCI dit qu'il y a eu un accord entre le RDR et le PDCI. Et devant témoin, et que M. Alassane Ouattara devait donner le pouvoir en 2020 au candidat du PDCI. Ce qui est du côté du RDR, on dit, les dirigeants disent que c'est faux, que ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu d'accord. Vous voyez, ça ne pouvait pas marcher. C'est pour vous dire que PDCI, RDR, c'est un mariage où il ne devait pas avoir de nuit de noces. La réalité est là aujourd'hui. Chacun ne se bat aujourd'hui. On ne se bat pas pour l'économie du pays. On ne se bat pas contre la misère. On ne se bat pas contre la pauvreté. On se bat pour un fauteuil présidentiel. Voilà. On ne se bat pour un fauteuil présidentiel. Le bon sens aurait voulu que les deux frères, les deux alliés qui se réclament tous du fautisme, de la philosophie du Foucault, ils vont s'entendre sur le minimum. Aujourd'hui, qui perd? C'est la population qui perd. Aujourd'hui, on s'en fout s'il y a les routes, on s'en fout si l'école marche, on s'en fout si la santé. On a promis les soins gratuits. Où sont les soins gratuits? On a promis des universités. Où sont les universités? On a promis des emplois. Où sont les emplois? Mais la seule chose qui les intéresse, c'est la politique de France. Ils se battent sur un fauteuil. Ils se battent, c'est-à-dire, ils ferment les yeux aux Ivoiriens, ils se battent pour bien manger. Voilà. Voilà. Ils conjuguent bien le verbe manger au président. C'est ça. Alors, c'est ça que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, vous semblez établir les responsabilités des uns et des autres autour de cette situation qui est plutôt chaotique du côté de la Côte d'Ivoire, M. Yacoub. Est-ce que vous avez finalement l'impression que le grand perdant dans ce dossier, c'est plutôt le RDR qui semble, depuis quelque temps, vouloir fusionner avec le PDC et RDA? Est-ce que le grand perdant, c'est le RDA ou c'est le grand perdant, c'est le PDC? Mais le grand perdant, c'est le peuple. C'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, regardez, dans les meetings, dans les différentes déclarations, ils s'attaquent. On laisse les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire pour s'occuper d'un fauteuil. Pour s'occuper d'un fauteuil. Donc le grand perdant, c'est le peuple. Ce n'est pas le RDR ni le PDCI. Le grand perdant, c'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. D'accord. Merci à vous, M. Yacouba, pour votre brillante participation dans le cadre de cette autre édition. Laissez vous retrouver très prochainement, Yacouba. Merci beaucoup. D'accord, très bonne soirée. D'accord. Albert, vous brûlez d'envie de réagir. Oui, j'ai envie de réagir. Écoutez, déjà, le lendemain politique en Côte d'Ivoire a toujours été animé par des alliances. Ça peut être des alliances contre nature, ça peut être des alliances de trahison. Comme Yacouba disait que l'alliance PDC-RDR ne mérite pas une nuit de noces. Non, il a parlé d'un mariage sans nuit de noces. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mariage. Déjà, nous perdons en conjecture du fait des rapprochements de certains militants, tant du RDR que du PDCI, et pratiquement en tout cas des trois formations politiques majeures, c'est-à-dire le Front populaire ivoirien, qui a aussi en interne a ses propres querelles à résoudre. Vous savez que le Front populaire ivoirien a deux tendances. Vous avez les intimistes qui est la tendance dirigée par un certain Abourahmane Sangaré. Vous avez de l'autre côté l'autre tendance dite de réformiste de M. Pascal Affi-N'Guessan. De l'autre côté, vous avez le RDR de Alassane Ouattara qui est en train de chercher absolument un partenaire idéal pour une nouvelle nuit de noces. Certainement qui va peut-être se tenir, mais j'en doute. De l'autre côté, vous avez le PDCI RDA qui va jouer pratiquement les arbitres, parce qu'aujourd'hui, c'est le RDR, franchement, qui a besoin de nouvelles alliances pour pouvoir se relancer. Mais sauf que le bilan politique, le bilan du RDR, prêche malheureusement ses défaveurs. C'est ce que nous disions d'ailleurs tout à l'heure, M. Yacouba. Absolument. Vous voyez donc aujourd'hui, le véritable bilan du RDR, c'est quoi? C'est l'insécurité qui a évidemment gagné du terrain sur avec la en Côte d'Ivoire. Vous avez le problème de gouvernance qui se pose en Côte d'Ivoire. Vous avez des problèmes. Les Ivoiriens n'ont pas accès aux services de base. Ça pose donc un problème. On attend de voir ce qui va être proposé aux Ivoiriens dans les prochaines élections qui sont en perspective, en attendant la présidentielle 2020 qui va catalyser, qui est en train vraiment de vouloir catalyser toutes les énergies. Moi, je pense que il faut que, dans tous les cas, que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités en prenant
en compte justement le bilan de que ce soit après la crise post-électorale, que ce soit au niveau actuel. Je crois aussi que, comme beaucoup d'observateurs le pensent, il faudrait que le Front populaire ivoirien puisse véritablement régler ses problèmes internes. S'il ne peut pas aller aux élections présidentielles, par exemple, étant en rang dispersé. Il ne faudrait pas absolument que le dossier de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent l'épicentre des préoccupations politiques. Alors, Pierre Claver-Kodo, courant cette semaine, on a vu également cette sortie de Tiken Jah Fakoly qui a déclaré dans les colonnes de quelques journaux qui étaient alors disponibles du côté de la Côte d'Ivoire que si monsieur Alassane Dramane Ouattara veut un autre mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, il trouvera sur son chemin monsieur Tiken Jah Fakoly. Petite réaction. Oui, là, ça j'ai lu ces déclarations. Je crois que Tiken Jah Fakoly fait preuve de militantisme. Hein. Et donc je suis déjà pas surpris qu'il ait fait ces déclarations. Maintenant, c'est la manière, il retrouvera sur son chemin de quelle façon, est-ce qu'il aura les moyens, de lui barrer la route, ça c'est un autre débat. Sinon que toute la démarche, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est justement de permettre à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Et pourtant, c'était pas. On a visiblement l'impression qu'on joue à cette espèce de danse bafia. Tout à l'heure, c'était d'ailleurs le cas du côté du Togo lorsque M. Fogna Sibé a compris que la tension était vive. Il a dit non, je ne vais plus me présenter aux élections à venir. Ça a été le cas avec M. Alassane Dramane Ouattara. On a l'impression, tout à l'heure, Albert nous faisait savoir que le RDR veut désormais redorer son blason sur la scène politique ivoirienne. C'est finalement quoi ce jeu de chaises musicales? C'est un jeu de chaises musicales n'oubliez qu'une seule logique, comme le disait d'ailleurs notre confrère Yacouba, c'est le fauteuil présidentiel. Alassane Ouattara ne lâchera pas le fauteuil présidentiel ivoirien de sitôt. Et il sera prêt, et puis il a des soutiens en international. Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir parce qu'il a battu toute la classe politique ivoirienne. Pour y accéder, il est au pouvoir parce qu'il y en a des gens, il y a des lobbies qui ont voulu qu'il soit là. Et donc le jeu politique devrait être en Côte d'Ivoire, de ce côté-là, devrait davantage s'adosser sur les masses populaires. Maintenant, est-ce que, pour revenir sur Tiken Jah, est-ce que Tiken Jah est capable de mobiliser ces masses comme on l'a vu à l'époque du Blé Goudé avec les jeunes patriotes? Et c'est vrai, on a vu les jeunes patriotes en mouvement, en train de réclamer, en train de manifester, mais à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Voilà leurs leaders qui sont en prison, qui ont été pris en otage à la haie. Et Alassane Ouattara peut continuer à jouer avec ses alliances bancales ou alors contre nature PDCI, RDA. Et maintenant que le PDCI-PDA n'entend pas lui donner une troisième chance, ça va se jouer très serré, mais il faudrait bien qu'un troisième larron, sinon alors qu'une autre force politique puisse émerger de l'un politique ivoirien pour pouvoir servir d'arbitre, parce que jusque-là, comme le disait tantôt Albert, si jamais le FPI peut refaire l'unité au sein de sa formation politique, au sein de sa chapelle, il y a lieu qu'elle joue les premiers rôles et qu'elle se reconstruise une identité politique offensive et agressive à la limite pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à compter avec ce parti-là sur la scène politique. Très bien compris, mon cher Claver-Kodo. Ce sera sur ce que nous allons naturellement refermer ce tout premier numéro de 7 jours en kiosque. Merci donc à l'ensemble de ces directeurs de publication qui ont donc permis de meubler cette émission. On pense à François Mbouké du journal Diapason depuis le Cameroun, M. Alex Gustave Azébazé du quotidien Le Messager, Yacouba Vané depuis donc la Côte d'Ivoire dans le cadre du journal Info, et surtout à vous, Albert Nato, peut-être un mot de fin. Non, un mot de fin, c'est vous dire que, écoutez, il faut qu'on reste vigilant sur le continent. On a promis la paix en Libye après avoir décapité, après avoir assassiné Mohamed Kadhafi. On en a promis en Irak, mais au jour le jour, on se rend compte que la situation n'a pas véritablement évolué et c'est toujours le chaos. Donc il faut rester vigilant. Bien compris. Claver? Oui, je veux un peu apporter de l'eau au moulin d'Albert. Je crois qu'il faudrait que les Africains prennent conscience d'un seul fait: la prédation ne se nourrit que du chaos, et la prédation a intérêt, la prédation mondiale organisée autour de certaines puissances comme la France a intérêt de voir régner le chaos en Afrique, pour
pour que la France puisse se réclamer comme étant une grande nation, une grande puissance. Il faut bien qu'elle soit en Afrique et c'est à nous les Africains de nous organiser pour éviter de devenir à vie le marchepied de la France. Merci à vous, directeur de publication. On dit en tout cas rendez-vous dans vos différentes rédactions. La semaine commence forcément avec beaucoup d'actualités et beaucoup d'événements à couvrir sur le continent africain. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis depuis vos domiciles. Tout le plaisir a été le nom de vous livrer effectivement ce premier numéro de 7 jours en kiosque. Mais désormais le rendez-vous lorsqu'il est quasiment 20h sur Afrique Média Télévision. Bonsoir.